Bonjour Dominique. Ah, David, Je prends ma caméra de place. Voilà. Bon, bonjour. Tout d'abord à tous ceux qui vont regarder cette vidéo ou ce live et bienvenue. Euh, on va se présenter tout d'abord, hein, je pense, Dominique. C'est la première oui, chose à faire. Je te laisse l'honneur de te présenter. attends, je coupe, oui. Là, je suis en Tu direct, m'entends? c'est bon. Tu m'entends là en direct? Oui, oui, ça y est, je t'entends là. J'ai un double son avec mon ordinateur, c'est assez désagréable. Oui, tu Donc, je l'ai m'entends éteint. après en fait sur l'ordinateur. C'est ça, voilà. Donc, écoute, pour commencer, je vais te laisser, on fera une coupure pour la vidéo qu'on mettra en ligne. Je vais te laisser te présenter pour commencer, quoi. D'accord. Écoutez, moi, Dominique Dussault, je suis un ancien ingénieur d'études en service d'archéologie, voilà. J'ai des spécialités très diverses, puisque dans l'archéologie, et y compris dans les monuments historiques, où j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, on peut approcher toutes sortes de choses, bien évidemment, y compris donc la législation, le traitement des objets, la déclaration des objets, etc., etc. Comment on fait? Voilà. Plus les spécialités qui sont l'Antiquité, la numismatique, plus des choses plus modernes, notamment le militaria, par exemple. Voilà. D'accord. Et donc, juste une question pour que les gens le savent, parce qu'ils ne savent pas forcément. Comment t'en es devenu à utiliser un détecteur de métaux, tout simplement? Alors, j'ai eu un détecteur de métaux avant même de travailler dans l'archéologie, hein, puisque je participais à ma première fouille archéologique, donc j'avais une quinzaine d'années, donc ça remonte à longtemps, hein, et le responsable de l'opération s'était procuré une poêle à frire américaine, n'est-ce pas, la bonne vieille poêle à frire de la Seconde Guerre, et on a arpenté tout notre site, le site hein, que dans lequel on était en train de fouiller, on l'a arpenté avec cet appareil-là. Voilà. Et comme c'était un bricoleur né, il en avait fabriqué un en partant du détecteur américain. Il en avait fabriqué un plus léger en plastique, bien évidemment, avec des tubes de PVC et tout, mais bon, ça fonctionnait très bien. Et donc, je m'en suis servi dès les années 75, un peu avant même, parce que j'avais bien avant, je me suis servi d'un détecteur de métaux. Voilà. Moi, j'en ai toujours eu. Et pas seulement pour le travail, bien sûr, puisque ça me servait pour ça, mais pour plein d'activités en dehors du travail, et notamment ce que l'on appelle la détection de loisirs, bien évidemment. Donc j'ai pratiqué ça depuis les années 70-80. D'accord. Bon. Merci pour ta présentation, Dominique. Enfin, moi, je le savais déjà personnellement. Je vais me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Déjà, bienvenue à tout le monde sur le live. Bon, on n'est pas beaucoup. Bienvenue à ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Alors, moi, c'est Vidal David, hein, donc, je suis UDM depuis plus de 15 ans. Donc, j'utilise un détecteur de métaux depuis plus de 15 ans. C'est une passion qui m'est venue toute seule. Je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, je ne vais pas revenir dessus. Et je collabore aussi depuis quelques années avec les services de la DRAC, les services compétents de l'État, donc avec des archéologues et des conservateurs régionaux. Donc j'ai bénéficié d'autorisations préfectorales pour ce qu'on appelle des prospections inventaires. Donc aujourd'hui, je n'ai plus d'autorisation préfectorale, tout simplement parce que j'ai pas non plus le temps pour faire des prospections inventaires en ce moment. Et il y a aussi le contexte sanitaire, tout ça. Et puis, j'ai pas le temps, tout simplement, entre parenthèses. En ce moment, je suis très demandé par ma profession. Donc, on va passer au sujet principal de cette vidéo. Alors, je sais pas si tu veux présenter l'OOPR ou si je dois le faire. Je pense que tu es plus à même de le présenter quand même. Ouais, Qu'en pas vraiment, penses-tu? pas vraiment. L'UPR, bon, c'est une organisation effectivement qui a pour atout majeur, hein, je dirais, entre autres, d'avoir une dimension européenne.
ça c'est important, et ça permet donc ça lui permet, je dirais, de faire le rapprochement entre des UDM de plusieurs pays, notamment tous les pays européens avec nous, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Espagne, ça peut être l'Italie, ça peut être effectivement plus l'Angleterre maintenant, bien sûr, mais ça peut être aussi l'Allemagne. Et ça permet de faire des parallèles dans les fonctionnements de chacun. D'abord les fonctionnements individuels, et ensuite les fonctionnements, je dirais, des responsables de chaque pays. Voilà. Vas-y, David, Ouais. complète. Ouais. D'ailleurs, je voudrais apporter quelques précisions à ce sujet. Donc, le OPR, Dominique et moi-même en faisons partie. Alors, il y en a qui vont dire, je les vois arriver de loin, oui, mais c'est géré par Madame Bercé, Sandra, la Suissesse, tatati, tatata. Écoutez, Madame Sandra, à l'heure d'aujourd'hui, Sandra Bercé, ça fait plus de 2 ans qu'on n'entend plus trop parler d'elle sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui travaille énormément justement pour aider les gens, les UTM dans leur quotidien. Elle a pris contact avec énormément de personnes, donc de responsables au niveau français comme à certains pays étrangers. Elle aide des UDM. Après, arrêter tout simplement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les insultes, tout ça, ça sert à rien. De toute façon, elle est là, elle aussi, elle est avec nous, elle continuera avec nous, et on est toute une équipe. Voilà, on est plusieurs, on va vous expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc, je pense que Dominique avait bien résumé la chose, le projet de l'OOPA. Après, comme on dit, c'est différents pays, c'est pas que la France. Voilà. Nous, on va s'occuper plus de la France, hein, Dominique? Tout à fait, tout à fait. Mais on va s'en occuper dans une dimension tout à fait particulière, et qui peut surtout être, je dirais, reportée ailleurs, puisque bon, si la législation n'est pas la même partout, c'est vrai, le principe de traitement d'un objet que l'on sort de terre, ben, il faut qu'il soit universel, je dirais. D'ailleurs, pour parler des lois françaises, parce que c'est le sujet, un sujet très important dans l'utilisation des détecteurs de métaux, la loi française, à l'heure d'aujourd'hui, elle n'interdit pas l'utilisation de détecteurs de métaux, on est d'accord? Alors, pas du tout. Elle n'interdit pas du tout. Chacun peut promener un détecteur de métal absolument où il veut. C'est lors de l'extraction de l'objet que ça devient compliqué, bien évidemment. Exactement. Essentiellement. Mais c'est vrai que c'est pas interdit. Non, aucunement. C'est pour ça que l'achat est libre d'ailleurs pour l'instant. Pas pour l'instant. Il demeure libre. Là, je ne vois pas pourquoi il demeure pas libre. Mais effectivement, oui. C'est le moment de l'extraction. Comment dire, ce détecteur, il permet de cibler quelque chose. Voilà, c'est bien. C'est une cible. Alors, par expérience, je le sais bien. J'en ai quand même reçu pendant que je travaillais. J'ai quand même travaillé pendant un certain nombre d'années, n'est-ce pas? J'ai reçu un certain nombre d'UDM. Il ne faut pas rêver. Hein. J'en ai reçu des dizaines et des dizaines. Hein. D'ailleurs, ils sont tous repartis tout à fait libres. Hein. De mon bureau, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais lorsque l'on détecte, eh ben voilà, on ne sait pas ce que l'on va trouver. Entièrement d'accord avec toi. Et donc, il a entièrement raison. Donc, ce que vous entendez un peu partout, l'utilisation de détecteurs de métaux est interdite. Eh bien non, elle n'est pas du tout interdite du moment qu'on est dans un cadre légal qui est tout simplement stipulé. Ah, attends, j'ai un problème avec mon écran. J'ai une barre blanche qui s'affichait. Bizarre. Donc, elle n'est pas du tout interdite du moment qu'on est dans un cadre légal. C'est-à-dire qu'on est à la base à la recherche d'un objet perdu. On est d'accord jusque-là. Tout à fait. Après, du moment que vous êtes à la recherche d'un objet perdu et non pas à la recherche de... Enfin, vous ne savez pas quoi en fait, tout simplement, vous êtes dans un cadre légal. Du moment que vous avez l'autorisation du propriétaire du terrain, si vous être sur une propriété privée ou communale, vous risquez de ne pas avoir de problème. Bien sûr, si vous faites des découvertes pouvant concerner l'art, l'histoire, l'archéologie, il faut les déclarer tout de suite. Et c'est là que va rentrer en compte l'OEPR. On peut aider les gens, lors d'aujourd'hui, à se diriger dans ce cadre légal, pouvoir les aider à déclarer
leur trouvaille, hein, entre parenthèses, sans qu'ils ne soient ennuyés par la suite. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Ce qui est important, c'est d'abord de recenser les objets découverts. Oui. Qui mieux que nous, par exemple, même toi, David, hein, qui travaillons avec les milieux archéologiques, qui mieux que nous est capable de dire si un objet intéresse l'art, l'histoire ou l'archéologie. Moi, j'ai vu jeter dans ce qu'on appelle les BAM, bien évidemment, hein, j'ai vu jeter des objets absolument impensables. Très récemment, on m'a montré un objet en bronze qui avait été jeté à la poubelle. Hein, il m'a demandé qu'est-ce que c'est, et il s'avère que c'était la moitié d'une pointe de l'âge du bronze. On ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Voilà. On ne peut pas. Ça, c'est des choses qui sont à déclarer, bien évidemment. Et c'est pour ça que... va se charger de cette démarche. Hein. Ça passera effectivement par des instances administratives de l'OEPR, hein, qui décideront, bien ça c'est déclarable, ça n'en vaut pas la peine, etc., etc. Moi je pense que c'est une démarche qui va vraiment dans le bon sens, ça. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour aider l'UDM à ce qu'ils s'en sortent. Parce qu'après, on entend souvent des commentaires, nous on veut une détection dite de loisirs libre, où on peut faire ce qu'on veut. On ne voit rien à l'écran. Désolé, bonjour Celtic. Oh, ben, c'est bizarre, hein. Enfin, tu vois bien toi, Dominique? Très bien. Enfin, moi je te vois, oui. Bon, je pense que les gens doivent le voir. Je crois que tu as un problème avec ton téléphone, tout simplement. Bonsoir, sinon, Celtic. Excuse-moi de t'interrompre. Ouais, non, il n'y a pas de problème normalement de diffusion. Moi, je vois aucun problème. S'il y a un problème, les personnes, s'il vous plaît, vous pouvez mettre un message sur le chat pour qu'on puisse le savoir. Merci. Donc, je disais, je me suis un peu perdu. Donc, moi, impeccable, David, Pablo. Ok, super. Le live fonctionne correctement. Ok, super. Merci, Franjo. Donc, on disait, dans les autres pays, parce que les gens veulent, soi-disant, une détection libre, une détection dite de loisirs libre, où ils seraient un peu libres de faire ce qu'ils veulent. On entend beaucoup ça, hein, c'est des arguments que j'entends souvent. À l'heure d'aujourd'hui, dans les pays où l'utilisation de détecteurs de métaux est libre, entre parenthèses, elle est toujours chapeautée par une instance. On est d'accord. Que ce soit en Angleterre, c'est toujours chapeauté par les instances archéologiques, notamment les coronaires de chaque canton, on va dire. Il y a même des obligations d'adhésion à des associations agréées. Voilà. En Belgique, c'est pareil, c'est chapeauté par des services archéologiques. Ouais, et il y a notamment des problèmes à l'heure actuelle parce que justement les gens ne déclarent plus. Et j'ai pu voir une chose qui m'a outré, entre parenthèses, une personne qui nous disait alors attends, on va répondre à une question. Nat Michel, à partir de quelle date l'objet et monnaie est-elle censée intéresser l'archéologie? Il n'y a pas de date. C'est une légende qui a été forgée. C'est une légende qui a été forgée par des marchands, malheureusement, et qui ont donné une date tout à fait bizarre, mystère, je ne sais pas pourquoi. Moi, il m'a été amené d'étudier un trésor monétaire, je l'ai rendu, il n'y a pas de problème, qui avait été enseveli sous Napoléon III. Voilà. C'est tout. Ça, c'est l'intérêt du scientifique. Une fois qu'il est étudié, ben, on le rend à celui qui l'a découvert, bien évidemment, tout simplement. Ben, évidemment, ça serait un trésor de pièces de 1 franc. Hein. Il est évident qu'il ne présente pas d'intérêt. Oui, mais après, ça peut apporter des informations, une cache, on est d'accord, une cache voilà, que ce soit des francs ou autre, ça peut apporter une information sur ce qui s'est passé sur l'endroit, on est d'accord, ou ce qui a pu se passer justement. C'est un travail d'enquête pour l'archéologue, c'est important de le savoir. Absolument. D'ailleurs, les deux derniers conflits sont considérés comme des conflits historiques, qui sont des conflits historiques, et les vestiges des conflits historiques font partie de ce qui peut intéresser l'art, l'histoire et l'archéologie, bien évidemment. Hein. Il ne faut pas oublier que dans art, histoire et archéologie, il n'y a pas que archéologie, il y a histoire, il y a art, bien évidemment. Oui, exactement, je suis d'accord. Et donc, il faut aussi que les gens se mettent aussi un peu à la place des services de l'État, des archéologues ou même des privés. Hein. Il y a beaucoup de sociétés privées maintenant en France au niveau de l'archéologie. Les gens n'arrivent pas à se mettre à leur place.
Ils disent oui, les archéologues, si les archéologues là. Il faut savoir une chose, c'est que chacun a un travail. Je pense que si vous travaillez et que quelqu'un passe derrière vous pour vous dégueulasser votre travail, par exemple, je suis vendeur aujourd'hui, j'ai ma boutique à Bordeaux, je me fais cambrioler, j'arrive sur mon lieu de travail, ma boutique, je suis cambriolé. Est-ce que vous pensez que je vais réagir comment? Même si j'ai une assurance qui va m'aider, je vais réagir très mal. Alors pensez à l'archéologue, lui, qui est justement en train de chercher, parce que lui, les données, elles seront perdues à jamais. À jamais. Même une assurance pourrait rien rembourser. C'est pour ça qu'il est important de déclarer et justement de respecter leur travail. C'est notre patrimoine commun à tous, c'est vrai. Hein. Donc, respecter les services archéologiques, qu'ils soient extrêmes ou non. Il y a des extrémistes partout, même chez les UDM, il y a des extrémistes. Il faut savoir respecter tout à chacun. C'est tout simplement. Ça ne sert à rien d'essayer d'argumenter. Je vois des gens qui se prennent pour des... Excusez-moi, je fais un petit coup de gueule en même temps. Qui se prennent pour des historiens ou des archéologues en herbe, mais ils n'ont rien compris. Ils ont des arguments qui sont complètement au fond de l'eau. Et donc, voilà, il faut arrêter, il faut savoir respecter, écouter chacun, et chacun a le droit d'avoir sa propre opinion, son propre avis sur le sujet, mais ça ne sert à rien d'envenimer une situation qui est déjà mal à l'heure actuelle dans le pays. On parle bien pour la France. Voilà. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Un objet, quand on le découvre, quelle que soit la nature, hein, un objet, il a une vie. Il a une vie qui est très vaste en général, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui l'a pensé, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué, il y a quelqu'un qui l'a utilisé, il y a le gamin qui l'a perdu et puis qui a pris une calotte parce qu'il l'avait perdu. Enfin, voilà, on peut lui faire vivre très longtemps cet objet. Il faut nous boire un peu d'eau. C'est chaud. C'est vrai. Voilà. Et pour faire vivre cet objet, qui, à part, je dirais, les historiens et tout, sont à même de faire. Alors, il y a des personnes très compétentes parmi les amateurs, bien évidemment. Amateurs, au sens très noble du terme, hein, c'est quand on aime quelque chose. Hein. Il y a des personnes tout à fait compétentes. Hein. J'en ai croisé en numismatique, j'en ai croisé en céramologie, j'en ai croisé dans plein de domaines qui sont tout à fait intéressantes à fréquenter, bien évidemment. Et elles ne demandent qu'une chose, ces personnes-là, c'est partager. On est d'accord. Donc, il y a Franjo qui nous a laissé un commentaire. Lorsque la monnaie est découverte suite à une prospection ou détection, elle doit être référencée. Ensuite, elle doit être déclarée dans un centre d'études et de recherche de la DRAC afin de savoir si elle présente un intérêt archéologique. Oui, après, si tu trouves une monnaie récente, un euro, bon, on est d'accord qu'on n'est pas non plus idiot. Pareil pour les monnaies, si tu trouves une monnaie dans un endroit, on va appeler ça de la monnaie de passage. C'est ni plus ni moins que ça. Moi, on m'a appris que c'était de la monnaie de passage, donc tout simplement, la déclarer oui, mais est-ce qu'elle va avoir un intérêt? C'est là que l'OEPR a un rôle plein à jouer, effectivement. Parce que ça peut faire, l'OEPR, il peut faire un intermédiaire tout à fait de choix. C'est-à-dire d'abord, celui qui a découvert, il peut présenter l'objet qu'il a découvert. Voilà, et nous, on est à même de lui dire, qui que ce soit toi ou moi, on est à même de lui dire, attention, ça peut intéresser l'histoire. Ça, c'est quelque chose que l'on trouve très souvent. Hein, ça présente quand même un intérêt qui est moindre, c'est pas vraiment la peine de le déclarer à ce moment-là. Voilà, ça c'est important. Moi j'ai vu passer des objets qui sont uniques, malheureusement, qui ont été tellement brossés que ça a presque tout disparu dessus. Comme ça, la restauration, c'est encore une autre histoire. On en parlera après de ça. Ouais. Mais là, on peut apporter cette chance de définir l'objet, de lui donner, je dirais, une identité, et surtout de dire après, bien celui-là, c'est pas la peine de le déclarer, celui-là, on va le déclarer, celui-là, je vais prendre contact avec mes collègues pour savoir si ça les intéresse. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important à faire. D'accord. Alors, on a une autre question. Alors, on va en venir au projet juste après. On a Laurent Giraud. Bonjour à toi, Laurent. Donc, il nous pose une question. Comment doit-on procéder lors d'une découverte d'un objet trouvé en détection?
Alors, comment on doit procéder? Je vais prendre un peu la parole, ça ne te dérange pas, Dominique. Alors moi, je t'explique ma façon de faire et la façon dont on m'a appris à faire. Lorsque j'utilise mon détecteur de métaux, vous allez sûrement, vous allez balayer, vous allez entendre des sons et vous allez creuser sur un potentiel objet métallique intéressant grâce au son. Alors, si c'est un déchet, c'est pas grave, hein, le déchet, vous le mettez dans la BAM. Si vous êtes sûr que c'est un déchet, attention. Quand il y a un doute, il vaut mieux demander une identification ou un conseil. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Après, quand c'est un déchet, vous le mettez. Et si c'est un objet pouvant intéresser l'art, l'histoire, l'archéologie, à ce moment-là, il va falloir procéder tout bêtement, c'est-à-dire de relever le maximum d'informations que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'en creusant, essayez de voir la profondeur de l'objet. Même si vous avez perturbé un peu la couche, il faut essayer de déterminer une profondeur. Prendre la photo de l'objet sur place. Prendre les coordonnées GPS exactes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avec les téléphones, tout ça, moi j'ai un logiciel qui va prendre les coordonnées exactes au niveau GPS de l'endroit de la trouvaille. Mettre l'objet, enfin essayer de mettre l'objet à l'abri de l'air, l'humidité, c'est-à-dire dans un pochon, dans une petite boîte. Salut David, quel est le thème de live? Oui. Je répondrai après, désolé, bonjour. Donc, essayez de le mettre dans une petite boîte. Quand vous le ramenez à la maison, vous avez noté toutes ces informations-là. Vous ne restaurez pas la monnaie, sauf si on vous en a donné l'autorisation. Enfin, moi, pour moi, comment je procède, sauf si j'en ai l'autorisation. J'ai l'autorisation de pouvoir le faire, donc je peux le faire. Et à ce moment-là, vous faites un courrier, mais ça va être le rôle de l'OEPR, ça, tout ça après. Hein. Ça va être de vous aider justement à faire tout ça, avec le descriptif exact de l'objet. Où vous l'avez trouvé, dans quelles circonstances vous l'avez trouvé. Il faut bien sûr être dans un cadre légal. Si vous n'êtes pas dans un cadre légal, ben, ça va être un peu... voilà, on est là pour vous aider, hein, c'est pour ça. Et vous envoyez tout ça au service compétent de l'État, qui est la DRAC. Alors, la DRAC, entre parenthèses, c'est le SRA, parce que les gens se trompent souvent. La DRAC, c'est un ensemble. On est d'accord, Dominique? Tout à fait. C'est le SRA. On parle de SRA et non de DRAC. Parce que ça, c'est une grande erreur. Tout le monde s'est mis à dire DRAC. Non, la DRAC, c'est un ensemble. C'est-à-dire ça va englober plusieurs services. Le service archéologique de chaque région, ça s'appelle un SRA. On est d'accord. Tout à fait. Je pense que j'ai bien résumé la chose, Dominique. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Alors, en plus, pour la déclaration... Il y a un truc intéressant, 2 secondes. Alors, bonjour à Fabien, bonjour à Fabienne, j'ai vu, bonjour à Nat Michel. Il existe une application pour le GPS Map Caméra. Oui, il en existe plusieurs même d'ailleurs. Moi, j'en utilise une qui fonctionne très bien. Le live, c'est présentation de l'OEPR pour la question que j'ai vue juste avant de Fabien. Et on peut continuer. Dominique, je te laisse parler. Moi, je vais juste compléter pour les déclarations. Bon, on ne sait pas toujours avec les nouvelles régions, par exemple, là, on ne sait pas toujours de quel SRA on dépend. Sur le site du ministère de la Culture, il y a un espace déclaration de découverte. Moi, je l'utilise régulièrement. Je pourrais le faire avec mes anciens collègues directement, hein. Mais j'utilise régulièrement ce site pour déclarer les choses que j'ai découvertes moi ou que quelqu'un a découvert et je fais pour lui. Voilà. Donc c'est le site ministériel et il retransmet après à la DRAC. Alors j'ai vérifié, hein, bien évidemment, c'est bien retransmis. Mes collègues ont bien enregistré ce qui a été découvert, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, il n'y a pas de retour, il ne faut pas s'inquiéter. Bon, ok. On va revenir aussi après aux déclarations. D'abord, on va présenter un peu les projets de l'OEPR au niveau national français. On ne va pas parler de l'étranger. L'étranger, pour l'instant, on pourra développer sur un prochain live, mais on va vraiment se baser sur la France à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Donc, et on va parler donc des projets de l'organisation européenne de prospection responsable. J'ai pas dit de bêtises.
Non, le mot responsable est important en plus. Oui, on est tous responsables. Nous sommes d'accord. On est tous des responsables du patrimoine. Et donc, avec plusieurs personnes, hein, donc on est vraiment documents de gouvernement de les aider. Oui, exactement, Sandra. On en viendra après, t'inquiète pas, on n'est pas obligé. J'ai un peu la trame dans la tête, même si j'ai un peu oublié, j'ai fait la sieste entre temps. Donc, oui, donc les projets. Le projet, il est simple. Le projet de base, le projet universel, c'est que les gens puissent utiliser un détecteur de métaux sans être inquiétés par les lois et qu'ils puissent être aidés, orientés, formés à l'utilisation de détecteurs de métaux dans un cadre strictement légal et justement en collaboration avec les services archéologiques. Ça, c'est le but, en gros. On est d'accord. Voilà. Donc, c'est le premier live, c'est un peu compliqué. Dominique, il a peut-être plus l'habitude. Une fois par an, je fais encore des communications, mais bon, c'est qu'une fois par an. Hein. J'en fais moins qu'avant. Hein. Je te rassure, je ne suis pas à l'aise non plus. Voilà, on va je ne suis pas à l'aise non plus. C'est important les formations et donc on va faire des formations qui seront pas essentiellement, je dirais, des formations archéologiques pures, parce que ça c'est des choses qui s'apprennent, c'est de longue haleine d'apprendre tout ça. Mais par contre, on aura des formations, on va former des formateurs. Voilà, comme ça on pourra disséminer, disperser petit à petit sur le territoire. Non pas nos connaissances, mais des pratiques qui seront les bonnes pratiques. Enfin, j'espère en tout cas, qui se voudront en tout cas des bonnes pratiques, et des pratiques d'usage. Hein. Exactement. Donc ça, c'est une des choses qui va nous aider donc à avancer vers notre but, bien sûr, qui est une détection responsable que chacun pourra faire seul et pourra aider aussi les services les services du SRA de leur région, pardon. Donc, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, à l'OEPR, donc vous avez Dominique Dussault qui s'est présenté. Vous avez d'autres personnes qui travaillent dans le monde de l'archéologie. Vous avez déjà plusieurs UDM. Vous avez des gens comme moi qui est du UDM de base, hein. Mais moi je connais bien les deux côtés maintenant parce que je travaille aussi avec le SRA de ma région. Je fais pas que de l'UDM aussi, il faut aussi s'intéresser un peu à leur travail. Moi je vous invite aussi à aller au contact de ces personnes parce que c'est des gens très intelligentes qui vont nous apprendre énormément de choses. Merci Frédéric, bisous mon Frédéric, c'est un ami à moi. Et justement, intéressez-vous à leur monde à eux aussi. On est d'accord. Parce que si on veut essayer de joindre les deux bouts entre UDM et archéologue, il faut aussi que tout le monde s'intéresse un peu les uns aux autres. Parce que si ça va que dans un sens, ça ne marchera pas, on est d'accord. Tout à fait, ça c'est sûr. J'ai confié pendant ma carrière, j'ai confié des travaux comme ça à des UDM sur des secteurs en leur demandant de faire un maillage très serré, d'aller voir les propriétaires et de me reporter ce qu'ils trouvaient sur une carte et tout. C'est fort instructif. Hein. On apprend des quantités de choses et notamment sur l'occupation du sol. C'est fort instructif. Et donc, l'intérêt aussi, c'est voilà. On peut apporter aujourd'hui, donc, comme tu l'as dit, aux UDM, une formation déjà avec des gens comme toi. Alors moi aussi, je ferai des formations parce que justement, je suis habilité, enfin habilité entre parenthèses. C'est parce que je connais le sujet correctement pour l'avoir pratiqué dans un cadre légal, entre parenthèses, avec autorisation préfectorale, voilà. Donc on peut vous apporter des formations pour vous expliquer tout ça et pour que vous aidiez aussi votre prochain. C'est-à-dire que, à l'heure d'aujourd'hui, il y a un gros manque d'informations dans le monde des utilisateurs de détecteurs de métaux. On entend ce qu'on veut entendre. C'est clair et net. Aujourd'hui, on peut vous apporter plein d'informations par le biais de gens qui connaissent le sujet.
Donc, je participe à divers groupes. Enfin, encore quelques-uns, il n'y a pas de problème. Je participe à divers groupes. Et on peut lire des choses absolument, je dirais, étonnantes. C'est le mot le moins méchant que je puisse trouver. On lit des choses absolument étonnantes sur, d'une part, les identifications, d'autre part, comment beaucoup posent la question, ah, j'ai trouvé cette belle chose, comment je peux la nettoyer? Alors là, c'est un festival de nettoyage, c'est un festival d'identification, mais c'est également un festival. Je veux dire, moi, je suis un scientifique, quand je ne sais pas, eh ben, c'est carré, je ne sais pas. Mais non, là, malgré tout, on arrive à lire des choses. Ah ben, ça peut être ça, ça peut être ci, ça peut être ça. Il ne faut pas, quand on ne sait pas, pas la peine de s'exprimer. Il y aura toujours quelqu'un qui saura et qui se permettra de le dire, justement, et de faire avancer tout le monde. Donc on voit que ben, la première chose qu'on veut faire, c'est faire des formations pour justement que les gens savent comment et pourquoi on fait de l'utilisation de détecteurs de métaux. On a aussi le projet l'application est prête pour les déclarations d'objets. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, là je t'avoue que je suis un peu dans les choux sur cette application, même si j'ai lu un peu comment elle fonctionnait, mais là je t'avoue que je suis un peu sur les choux, je botte en touche. L'application, c'est la déclaration, c'est une déclaration de choses découvertes qui sera gérée, que je gérerai en partie ou en grande partie. Hein, et partant de là, ben, je pourrais faire la définition des choses, la définition des objets, le contact avec l'IDM, puis après, j'assurerai dans un premier temps le contact avec les services, s'il y a besoin d'assurer un contact avec les services. D'accord. Après l'objet, ben, il y a des critères de déclaration de choses. Pas besoin de... Il y en a un qui m'a répondu un jour, je lui ai posé la question d'où vient cet objet, parce que des fois, le lieu, ça permet d'identifier. Et le monsieur fort sympathique m'a répondu, c'est mon jardin secret. Ben voilà, ça commence très mal. Oui, c'est vrai. Et donc, voilà, donc il y a cette application-là qui va arriver, qui est déjà prête d'ailleurs. Donc, quand les UDM vont vouloir déclarer un objet, ils vont donc le déclarer via cette application, et c'est donc Monsieur Dussot-Dominique qui va traiter le sujet. Et moi, je pense que je peux traiter tout ce qui est sur ma région, vu que je suis en étroite collaboration avec les SRA de mon département. Donc, on va pouvoir déjà vous donner un outil pour commencer à déclarer vos objets sans être inquiétés. On est d'accord? Ah bah oui, les gens ne seront pas inquiétés. Ils ne seront pas inquiétés puisque c'est déclaré à nous, organisation européenne. Donc, déjà, voilà. Ça ira. Pour l'instant, ça restera là. Voilà. Après, le lien, on fera le lien, on s'en occupera, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai en cours de publication des objets qui ont été découverts comme ça, hein, je ne m'en cache pas. Voilà. Ouais. Moi, je procède différemment pour les déclarations, parce que moi, je le fais annuellement, comme si j'étais sous... Alors, attends, il y a des questions, excuse-moi. Alors, pensez-vous que la pratique de la détection vont les pratiquants de la détection vont vouloir collaborer avec l'archéologie? Certains oui, certains non. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je voudrais couper court sur ce genre de questions. Par expérience, quand on va sur un terrain, n'importe lequel, pas une plage, bien évidemment, dans un pré quelconque, quand on va dans un terrain, que l'on a ciblé un objet, d'autant plus que les appareils d'aujourd'hui permettent de cibler ce que l'on appelle des métaux nobles. Excuse-moi, c'est mes enfants, ils font les cons. Non, c'est rien. Ça permet de cibler ce que l'on appelle des métaux nobles, des appareils d'aujourd'hui. Il y a 99% de chances que l'objet sorti soit un objet qui intéressera l'art, l'histoire ou l'archéologie. Parfois, c'est une capsule, c'est vrai. Parfois, c'est un clou, on ne sait pas d'où il vient. Parfois, c'est le boulon que l'agriculteur a effectivement perdu et cherche. Mais voilà, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas se passer des services archéologiques. Et puis, qui, mieux qu'eux, sera capable de dire c'est un objet qui nous intéresse? On est entièrement d'accord. Enfin, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors après, nous, on connaît le sujet déjà. C'est pour ça que. Voilà, oui.
Pour nous, c'est plus simple parce que, alors pour toi, c'est normal, mais pour moi qui était simple UDM, qui ait fait la bascule justement, qui ait commencé à déclarer, à me rapprocher des services archéologiques, à aller sur des sites de fouilles avec eux, à pratiquer des choses avec eux, et ben en fait j'ai réalisé que ben en fait l'un et l'autre sont entièrement compatibles, sont complètement compatibles, mais autant il faut des gens pour le respecter. Ah oui, bien sûr. Mais j'aimerais bien que tous les UDM que j'ai reçus là pendant mes 30 et quelques années d'activité prennent la parole ce soir, par exemple là. Oui, ben, oui, j'en vois un qui est connecté. Ouais. Coucou tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc là, on a parlé de pas mal de choses déjà. On a donné pas mal d'informations. Alors, le contexte actuel aussi, à l'heure d'aujourd'hui, on a énormément de personnes qui se sont fait, entre parenthèses, interpellées, perquisitionnées à leur domicile. Et on entend dire partout, la détection de loisirs est interdite. On a déjà répondu à cette question. Enfin, la détection de métaux est interdite. On a déjà répondu à cette question. Et donc, à l'heure actuelle, il y a des fédérations en France. Donc, on a la FFDM et la FNUDEM, dont je suis le secrétaire encore. Donc, tu étais aussi le président, mais bon, il s'est passé un petit quiproquo qui a fait ça a tout parti en éclat, tout ça. Donc, nous, déjà, on va couper court toutes les rumeurs parce qu'on subit des attaques de certains de leurs membres, voire des gens de leur bureau directement. Nous, on n'est pas là pour les dénigrer ou quoi que ce soit. Ils essayent de faire quelque chose, c'est très bien, mais bon, comment vous dire, chacun ses idées, chacun a le droit de penser comme il veut, mais pour nous, c'est très loin d'être une solution, tout simplement, parce que on va droit dans un mur avec des idées comme ça. C'est notre point de vue. On va pas créer de débat là-dessus. Donc, ils ont apparemment réussi à faire retirer 2 arrêtés préfectoraux. Qu'en penses-tu, Dominique? Peux-tu nous apporter des réponses à ce sujet? À la base, c'est des arrêtés qui avaient été pris par les préfets de région. C'était le Meurthe-et-Moselle et Somme, qui avaient été pris surtout par rapport au danger du militaria, au danger de. Moi, j'ai fait mon service militaire à Nancy. Je confirme, en ce moment dans les bois de Nancy, on les trouve partout. C'est une catastrophe, effectivement, écologique et c'est très dangereux. Donc, ça avait été pris à la base pour ça. Mais ils ont été retirés. Bon, voilà, ils ont été retirés. Le deuxième arrêté, d'ailleurs, n'a pas été, il a été abrogé lors de la création d'un nouvel arrêté. C'est pas une abrogation, c'est comme ça que ça s'est passé. Malheureusement, heureusement, je dirais, la loi, elle reste. Hein, le Code du patrimoine est toujours là. C'est lui qui est la genèse des arrêtés. Dans les visas des arrêtés, c'est bien vu le Code du patrimoine. Voilà. Et vous pourrez mettre en plus vu le Code de la sécurité civile. Je sais pourquoi. Pas, le militaria, je connais bien, c'est quelque chose qui est dangereux d'une part. Il faut bien savoir, là, je vais en parler en 3 minutes, il faut bien savoir que toute personne qui ramène chez elle une munition dont le calibre est supérieur à 25 mm, si ma mémoire est bonne, est totalement hors la loi. C'est interdit. C'est interdit pour tout le monde. Celui qui ramène une munition d'un calibre inférieur, par exemple, on voit souvent qu'ils trouvent des 20 mm flaques là. C'est bien, c'est joli, c'est vrai. S'ils n'ont pas l'arme qui correspond, la détention, la licence de tir, l'adhésion au club de tir, eh ben, ils n'ont pas le droit de l'avoir non plus. Ça, c'est le code de la sécurité intérieure. C'est pas le code du patrimoine. C'est pour éviter ça. Tout simplement. C'est pour ça, donc c'est pour ça qu'il y avait ces arrêtés préfectoraux mis en place. C'est pour ça qu'il y avait ces arrêtés, voilà. Après, c'est vrai, voilà. La FFDM, la FNUDEM ont d'autres objectifs, enfin, ont le même objectif, effectivement, mais une autre méthode, d'autres manières d'y arriver. Voilà. Après, l'objectif est à peu près le même. On va pas, comme je vous dis, ils ont le courage de faire quelque chose, donc on ne peut pas critiquer du moment qu'on a le courage. C'est pour ça, arrêtez de critiquer les gens parce qu'eux, ils ont le courage d'y aller et d'essayer de faire quelque chose. Donc, il ne faut pas critiquer du tout les gens parce qu'on en voit beaucoup qui se prennent, comme je disais tout à l'heure, pour des grands philosophes, des historiens, voire même des archéologues.
mais en fait, qui connaissent rien du tout, et c'est eux, ces gens-là, avec leurs paroles, qui font du mal Ah oui. à notre loisir, entre parenthèses. Donc, merci à tous ces gens-là qui participent à essayer de faire avancer la chose. On ne partage pas les mêmes idées, mais parce que comment dire, chacun a son argumentaire et a ses choses à faire Oui, valoir. tout à fait, oui. Et c'est pour ça que on est à l'organisation à l'heure d'aujourd'hui et qu'on va essayer de faire avancer la chose dans un but de vraiment collaborer et que ça se passe bien pour tout le monde, quoi, tout simplement. Voir faire C'est tout à fait ça, oui. évoluer la loi, mais ça, on en parlera. On va pas en parler tout de suite. Là, on est vraiment sur le européen, mais on va essayer aussi de faire évoluer la loi dans le sens qui arrangera les deux parties, bien sûr. Bien évidemment. Pas que dans un sens. Ouais. Attention. Pas non, dans les deux sens, bien évidemment. C'est la défense des deux côtés. C'est ce qui est important. C'est la défense du patrimoine, puisque c'est notre patrimoine commun. Hein. C'est la défense du patrimoine et la défense de la détection de loisirs. Quand bien même ce mot n'existe, ce terme n'existe pas dans aucun texte, je dirais très officiel. C'est les deux qui font. Mais peut-être qu'en changeant des pratiques, on amènera tout doucement à faire changer un texte. Voilà. Oui, exactement. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, on a une question qui est à peu près intéressante. Alors, c'est une question de Nat Michel. Alors, demain, je trouve une monnaie. Étant alsacien, je vais où pour faire cette déclaration sans que je sois embêté? Alors, cette déclaration, comme on te disait, on va mettre en place donc cette application. Cette application sera reliée à il n'y a que quelques personnes qui auront accès à cette donnée. C'est-à-dire que tu vas déclarer ta monnaie. Des gens vont regarder, vont l'identifier et vont faire la déclaration, si tu veux, à ta place auprès des services compétents de l'État. Après, si c'est quelque chose vraiment qui intéresse l'art, l'histoire, l'archéologie, il va falloir mettre une procédure en place pour que tu ailles restituer cet objet pour étude, s'ils en ont besoin. Mais tout ça, je pense qu'on fera des vidéos pour mieux vous expliquer comment ça fonctionne exactement. Oui, oui. Mais le sens est là. Tu ne seras pas embêté puisque ce sera l'organisation qui ira entre parenthèses au casse-pipe pour toi, d'accord? Qui ira au charbon. Oui. Voilà, il faut aller au charbon, on n'a pas le choix. Oui, oui. Et donc on s'est renseigné, vous n'inquiétez pas, d'un point de vue législatif et sur la légalité, il n'y a pas de problème, ça passe. Hein. Il n'y a pas de risque. Non, parce que ça sera l'organisation qui fera la démarche, donc l'inventeur, puisque ça s'appelle un inventeur, hein, ou une inventrice. Voilà, l'inventeur, il sera sauvegardé justement parce que l'OEPR fait à sa place les choses. Voilà. Et il faut savoir que, alors, c'est un sujet qui fâche beaucoup d'UDM en France. Il faut savoir une chose, c'est que vous êtes l'inventeur et quand il y aura la déclaration de fait, bon, bien sûr, il faut que vous soyez dans le cadre légal, je le répète et je le répéterai jamais assez, il y a une loi qui rentre en compte, ça s'appelle le 50-50. 50% pour l'inventeur, 50% pour le propriétaire du terrain. Et c'est comme ça que ça doit marcher normalement. En Angleterre, c'est comme ça que ça fonctionne depuis des lustres. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir tout mettre dans sa vitrine, entre parenthèses. Le propriétaire, comme vous, avait des droits sur un objet. L'État aussi, peut-être s'en porter acquéreur. On ne sait pas, un musée ou autre. Donc, à un moment donné, il faut en parler, il faut crever aussi cet abcès-là. Bien sûr, la vente illégale sur le marché noir, sur le Bon Coin, eBay, tout ça, strictement interdit. Hein, c'est strictement interdit. Il faut faire selon les lois de notre pays. Et donc, je pense que ça aussi, il faut apporter un éclaircissement à ce sujet-là. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Dominique? Sur les ventes, tout ça, là, ouais. c'est à éviter au maximum. J'ai participé quand même pendant mon activité à des choses qui relevaient à des poursuites qui relevaient de vente illégale. Ça coûte très très cher, vendeurs. Comme aux acheteurs, comme aux fournisseurs.
ce sont des choses qui n'ont pas été montées en épingle, hein, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, parce que c'est fait exprès aussi, ça. Il y a eu plusieurs affaires ici que j'ai traitées moi, dont personne n'a jamais parlé. Hein. Il n'y a pas de problème de ce Non, non, bien sûr. Mais bon, faut en parler, il faut aussi que les gens soient au courant. Mais il faut que les gens soient au courant, bien sûr. Bien évidemment. Mais il y a une loi qui existe, ça s'appelle le 50-50, inventeur. Alors, voilà, ça c'est particulier, c'est des particularités. Ça, c'est l'article 716 du Code civil qui prévoit le partage entre l'inventeur, entre le propriétaire et l'inventeur, dans la mesure où le trésor découvert, alors, un trésor, ça peut être deux monnaies, hein, c'est pas du tout l'obligation de. Ça n'existe pas toujours, hein, ça. Ça peut être deux monnaies, ça peut être trois monnaies. Ça peut s'appeler un trésor. Effectivement, l'article 716 du Code civil prévoit le partage entre l'inventeur et le propriétaire à partir du moment où ces objets ont été déclarés, étudiés, restitués. Voilà, ça c'est l'ordre des choses. Et le trésor, on est d'accord. Il n'est pas écrit dans la loi qu'un trésor, c'est un ensemble de pièces de monnaie monstrueux et tout. C'est toute chose dont personne ne peut justifier de la propriété. Voilà, un trésor. Exactement. Donc on va casser un mythe, le trésor des Templiers n'est pas un trésor puisqu'on sait à qui il appartiendrait s'il serait retrouvé. Ah oui, là, il serait au Templier, oui. Oui, il a été dépensé par Louis XIV. Oui, exactement. Donc, alors, on a une question. Si cet objet archéologique, vu que mes trouvailles sont montrées et données au propriétaire, va-t-il être embêté à son tour? Aucunement. Aucunement. Si tu remets les objets au propriétaire, c'est la meilleure chose à faire déjà d'une. Parce que si tu as donné l'autorisation, si tu es dans un cadre légal, il en est le propriétaire légal normalement. Donc, il ne sera jamais embêté. À partir du moment où les objets sont déclarés, ben, ils sont restitués au propriétaire, c'est normal. Ça, tout l'intérêt, c'est de déclarer. L'OEPR va s'en charger. À ce moment-là, il est pris en compte dans les bases de données, qui sont des bases de données qui ne sont pas consultables. Hein, parce que, pourquoi elles ne sont pas consultables, ces bases de données? Parce qu'elles sont évolutives. Chaque jour, il y a des objets qui sont rajoutés. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, voici la base de données, sachant que le lendemain, hein, on va les rajouter. Moi, je sais qu'en quelques années, sur notre l'ancienne région d'ici, en quelques années, on est passé de 9000 sites à plus de 18 000. Grâce aux prospections inventaires, d'ailleurs. Il faut bien le dire. Grâce aux UDM. En partie aussi, puisque tout ce que j'ai reçu m'a amené des choses. Il faut savoir aussi, c'est pas de la pub que je fais, mais parce que j'en vois souvent. À l'époque, la FNUDEM collaborait beaucoup avec les services archéologiques et ils ont justement été inventeurs de certains UDM, pas la FNUDEM elle-même, mais certains UDM ont été inventeurs de pas mal de sites et de pas mal de découvertes. C'était une autre époque. Ah oui, moi j'étais en contact avec un dans ta région qui travaillait dans les Landes, qui suivait les déforestations, mais qui ramenait des quantités de sites qui étaient totalement imprévus dans les sables, là, justement. Et c'est grâce à lui hein, que certaines parties de la forêt des Landes se sont trouvées tout à fait enrichies, mais de manière importante. Oui, exactement. D'ailleurs, je connais très bien, très gentil monsieur. Il y a aussi le... Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus, je suis perdu. J'ai perdu le fil de l'eau. Je voulais dire quelque chose. Oui, donc, prospection inventaire, on en parlait. Moi, j'en ai fait, donc, pour information, oui, je suis inventeur de quelques sites archéologiques sur mon département, et je suis aussi inventeur de pas mal d'objets que j'ai extraits du sol. Bien sûr, avec les conditions que m'ont posées les archéologues de ma région. Et regardez, j'ai jamais eu de problème encore, j'en ai toujours pas, parce que je fais les choses dans les règles de l'art, tout simplement. Et donc, on est là vraiment pour vous aider à faire ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je te laisse 30 secondes, parce que j'ai juste un truc à faire. Je te laisse parler 30 secondes, Dominique, j'arrête. Sur les prospections inventaires, c'est allier deux choses qui sont différentes sur un même domaine. C'est-à-dire que rien n'empêche de faire le traitement du détecteur de métaux, d'aller rechercher dans un cadre très précis, par exemple, les clés qu'a perdu l'agriculteur dans son champ, et en même temps
de faire la prospection inventaire. La prospection inventaire, c'est visuel, c'est les choses que l'on voit. Le terrain, il a subi des modifications importantes, même quelquefois. Et la question à se poser, c'est est-ce que c'est anthropique, est-ce que c'est pas anthropique, est-ce que l'homme a pu le faire, est-ce que l'homme n'a pas pu le faire, et apporter justement ces éléments d'information là, à un scientifique, à un archéologue qui pourra dire, eh bien oui, merci de m'avoir apporté cette chose-là. C'est effectivement, par exemple, un éperon barré et on ne savait pas qu'il existait là. Je parlais de la prospection inventaire, où on peut relier ensemble la pratique du détecteur, bien évidemment, dans un cadre strict, bien évidemment, et en même temps, ouvrir ses yeux, regarder ce qui se passe autour, regarder ce qui se passe dans la terre que l'on prospecte. Tiens, j'ai trouvé un silex, comment se fait-il? Alors que chez moi, il n'y a pas de silex. Voilà, ça c'est le début d'une très bonne collaboration et c'est le début de l'apport de connaissances. Voilà. Il faut savoir que tout ça, ça s'apprend. Bien sûr. C'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à trouver des sites archéologiques, je vous rassure. C'est pas en utilisant non plus un détecteur de métaux qu'on arrivera à trouver un site archéologique. C'est là-dedans. C'est beaucoup de choses qui vont faire que vous allez trouver un site archéologique. Bien sûr, avec une autorisation préfectorale quand on fait une prospection inventaire, toujours dans un cadre légal. C'est énormément de facteurs, il faut prendre énormément de paramètres en compte. C'est vraiment quelque chose de très complexe, on va dire. C'est complexe, mais toi qui en as fait, c'est passionnant. Exactement. Alors, attends, j'ai une question. Actuellement, nous sommes plus embêtés par les gens qui ont vu l'émission sur TF1. Alors, moi, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, sur ce reportage, ce petit reportage. Alors, on sait d'où ça vient, hein. On n'est pas bête non plus. On sait très bien que ça vient de certains extrêmes au niveau archéologique comme patrimoine. Comme on dit, il y a des extrêmes partout, chez les UDM comme chez les archéologues. Aujourd'hui, vous en avez plusieurs qui sont prêts à vous aider justement à avancer vers des bonnes solutions. Donc, écoutez-les. Ils ont beaucoup d'informations à vous donner. Comme je vous dis, c'est des puits de science. Donc, allez-y, posez vos questions. L'émission de TF1, c'était une supercherie, ni plus ni moins. C'était il y a juste un sujet sur lequel ils avaient raison, où je ne peux pas leur donner tort, c'est quand on voit, c'est qui Delestre, je crois, Monsieur Delestre, en train de présenter des objets qui sont issus de fouilles illégales et qui sont mis en vente sur eBay, Le Bon Coin, tout ça. Sur ça, je ne peux pas lui donner tort parce qu'il a tout à fait raison sur ce sujet-là. Il y a des gens qui s'amusent à vendre sur le marché noir, entre parenthèses. Donc oui, non, ça c'est pas bon. Sur ce point-là, il a raison, mais pour le reste, c'est cacahuète, hein, c'est rien. C'est de la poudre aux yeux, c'est de la désinformation pure et dure. Voilà ce que j'en pense, ni plus ni moins. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ce reportage, mais pour moi... Ce reportage, celui qui a agi dedans, c'est plein de s'être fait berner. Moi, je réponds qu'on a toujours la possibilité de dire non. Voilà. Je ne veux pas être filmé et vous ne prenez pas ce que j'ai dit. On a toujours la possibilité de le faire. J'ai fait beaucoup d'émissions de télé, j'ai fait beaucoup de radio, j'ai travaillé beaucoup avec les journalistes et tout. Je sais parfaitement qu'on peut leur dire non. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Oui, mais apparemment, ils ont été mensongers avec ce monsieur, des informations que j'ai eues. Donc, du coup, je crois qu'il a fait un dépôt de plainte envers TF1, tout simplement, pour tromperie, hein, tout simplement. Hein, parce que, là, ils sont très forts, les journalistes, pour ça. Hein, eux, spécialistes. Hein. Très. Ils vous posent des questions et puis la question elle va se retourner contre vous automatiquement sans le vouloir. Ils sont très je confirme. Ils sont très fourbes, faut bien analyser les questions, il faut bien écouter, parce que eux, c'est des malins. Il faut demander à Warren Roche. On a une question de... Attends 2 secondes, je fais défiler. Alors, Norbert, tous les IDM ne pourront pas tous faire des recherches avec des archéologues. Donc, que faire de son détecteur pour ceux qui n'auront pas de chance? Alors, le but, c'est que tout le monde puisse y aller tout seul. Il n'y a pas besoin.
Vous n'avez pas besoin d'avoir un archéologue derrière le cul, excusez-moi du terme. Vous pouvez y aller tout seul. Après, c'est à vous de faire votre déclaration et vos démarches administratives. C'est pour ça qu'on vous propose une formation et qu'on vous propose une application à l'heure d'aujourd'hui. Donc, tu peux y aller. Excuse-moi, je te tutoie. Je devrais vous voyer d'ailleurs. Vous pouvez y aller sans problème. Tout seul, vous êtes des grands garçons, vous êtes assez intelligents, je pense, même si on a beaucoup d'idiots dans le monde de la détection. Vous pouvez y aller tout seul et faire vos démarches tout seul, sans être inquiété. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'étais toujours tout seul. Oui. Je continue à l'heure actuelle. J'ai pas été embêté parce que je fais les choses dans un cadre strictement légal, tout simplement. Dès lors que le propriétaire a autorisé et puis a dit pourquoi j'ai besoin de rechercher quelque chose, recherche les bornes de ma parcelle, etc., par exemple. Voilà. Alors, j'ai mon collègue Fred, qui est le président de l'association AUDMA, qui me dit, moi j'ai David derrière le cul. Eh oui, ben oui, je suis toujours derrière ton cul à toi parce que tu lis plein de cibles. Ça, c'est différent, oui. Voilà, c'est pareil, hein, utiliser un détecteur de métaux, c'est pas juste j'achète c'est un truc qui m'a toujours paru aberrant, mais c'est la pure réalité. C'est pas j'achète un détecteur de métaux et je me balade comme ça. Il y a quand même des choses à savoir, il y a quand même des gestes bien précis à faire si on veut pas louper de cible, des réglages. C'est aussi un peu, ça peut devenir complexe avec certains détecteurs. Ah oui, oui. Certains Et sont donc, très complexes. Hein. Comme je vous dis, hein, c'est pas juste le pif. Hein. Faut que le cerveau il travaille un peu, même si on voit juste une canne, et une bobine au bout. Faut savoir détecter quand même. C'est pas donné à tout le monde. Parce que j'en vois des fois, oui. Où il y en a des fois qui se mettent derrière moi, comme Frédéric, et qui prend un coup de pelle dans le nez, et que malheureusement j'ai ouvert son nez en deux avec un coup de pelle. Alors ça, c'est une anecdote assez sympa. On est en train de détecter, et puis on trouve une connerie, je crois que c'était une cochonnerie en plus. Et puis il se met juste derrière moi, mais moi je le vois pas. Et il y avait un arbre aussi derrière moi. Et je me relève avec la pelle sur l'épaule, si tu veux. Et en fait, je fais un mouvement d'épaule et je sens que ma pelle, elle tape sur quelque chose. Et du coup, je croyais que c'était l'arbre. Alors pour dégager ma pelle, je mets encore un plus gros coup. Mais en fait, c'était le nez, c'était le nez à Frédéric. Ouais. Et du coup, il s'est retrouvé avec une balafre ici, il pissait le sang partout. Mais il faut savoir qu'il a été courageux parce qu'il méritait des points de suture quand même. On a continué à détecter. Je tiens à le souligner. Il vient de passer à la postérité. Là. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. On fera d'autres lives à l'avenir, je pense. Ah oui, oui, bien sûr. Mais plus précis, on fera des choses précises. Voilà, des choses bien plus voilà, précises. Là, on a fait vraiment du global, on a un peu parlé, ça fait un peu mal à la tête. Mais si vous avez des questions, allez-y, pas de problème. C'est maintenant les questions. Alors, je suis membre à la carte de l'OPR, Sandra, et d'autres cartes pour la France. Oui, exactement. Donc, on va faire une nouvelle carte. Enfin, c'est eux qui vont faire une nouvelle carte, c'est pas moi. Pour la France, oui, pour les UTM français. Alors, on a Frédéric, alors un autre Frédéric, parce qu'il y en a plusieurs. La première fois, avec mon Deus, j'ai pensé j'ai pensé avoir un avion de chasse avec ton Deus, oui, mais il faut l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. C'est un avion de chasse, le Deus. Comment se procurer une autorisation préfectorale? Ah. Alors, moi, je vais te le dire, parce que j'en ai obtenu, comme j'ai dit, j'en ai plus à l'heure actuelle, pour des raisons qui sont personnelles et aussi pour des raisons de la DRAC. Il n'y a plus de conservateurs, donc s'il n'y a plus de conservateurs, je ne risque pas d'avoir d'autorisation préfectorale. Oui. Donc, à titre individuel, il faut s'adresser au conservateur régional du SRA de ton département et il va te faire parvenir un dossier. Dans ce dossier-là, il faut que tu remplisses bon nombre d'informations et notamment que tu fais une prospection inventaire à l'aide de détecteurs de métaux.
Voilà, donc déjà ça, faut le noter. Et surtout, une chose, pourquoi les autorisations préfectorales ne sont jamais délivrées, c'est qu'il faut un but scientifique. Qu'est-ce qu'un but scientifique? Eh bien, un but scientifique, c'est tout simplement, ils vont te demander, mais pourquoi, quel est votre but d'utiliser un détecteur de métaux pour rechercher des objets concernant l'art, l'histoire, l'archéologie? Eh bien, il faut que tu trouves les arguments. Alors moi, je vais pas te donner je vais pas te dire ce que moi je fais parce que ce serait complètement débile. Il faut que tu trouves les arguments pour leur dire, voilà, mon but scientifique est de vouloir chercher des objets concernant l'art, l'histoire, l'archéologie, parce que dans ma région, il s'est passé ci, c'est passé là, ou je sais pas, faut que tu aies des arguments de béton. Et j'aimerais bien pouvoir travailler dessus et vous déclarer ce que je trouve sur le terrain. Et voire même demander un rendez-vous avec directement le conservateur régional. S'il n'est pas trop con, il va te recevoir. Après, il y a des conservateurs qui ne vont pas te recevoir et qui vont te dire non d'entrée de jeu. Mais on est là aussi pour faire changer les choses. Mais ça se fera avec la confiance et avec le travail de beaucoup d'IDM qui sont passionnés, Norbert. Donc voilà. Alors on a un autre Frédéric. Oh, c'est le troisième ou quatrième que je vois ce soir. Bonsoir, je vais détecter à la préfecture pour demander l'avoir. Pour demander l'avoir de détecteur. Bon, je n'ai pas compris ta question, Frédéric. Tu peux la répéter, s'il te plaît? Tu as dû avec le clavier, des fois, ça doit merder. Donc, tu peux répéter ta question. Allez, si vous pouvez poser des questions, on est là. On va bientôt mettre un thermo live. Donc... Ce n'est pas la préfecture, de toute façon. La préfecture, c'est par délégation. Le préfet, il délègue au DRAC, qui délègue au conservateur sa signature, tout simplement. Donc, le préfet, c'est pas, il fera de toute façon, il fera la cascade et ça arrivera au conservateur de l'archéo de toute façon. Moi, j'ai vu des demandes de prospection pour des causes tout à fait variées, y compris quelqu'un qui cherchait une voie romaine, qui disait sur les voies romaines, les chevaux, ils perdent des trous, ils perdent leur hyposandale, les gens, ils perdent leur monnaie. Voilà, et c'était tout simplement pour retrouver le tracé d'une route romaine. Voilà. Ça a été efficace, hein, il l'a retrouvé, il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, ben oui. Voilà, un but scientifique comme l'autre. Ah oui, non, mais alors, là, c'est un but scientifique précis, normalement, qui doit passer en commission, on est d'accord? Pas les prospections inventaires. Les prospections inventaires, ça passe pas en commission. Alors oui, mais il ne faut pas qu'elle ait un but précis, alors. C'est ce qu'on m'avait expliqué, il me semble. Oui, mais bon. Moi, je sais que j'en ai fait une très précise, elle est passée hors commission. D'accord. Oui, oui. À partir de... Faut pas que ce soit trop large, il faut que ce soit sur une commune, par exemple. C'est pas très large, une commune. Oui, oui, une commune ou deux ou trois adjacentes. Enfin, moi, c'est comme ça que je procède. On avait l'habitude. Donc, oui. Après, on a une question. À partir de quand l'application pour faire les déclarations? Alors, à partir de quand, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas l'information. Peut-être que Dominique est là. Ou peut-être que quelqu'un dans le chat. Je n'ai pas l'information. Mais très, très vite, en tout cas. Très, très vite. J'ai cru comprendre que l'application était terminée, qu'elle allait être mise en ligne incessamment. Et voilà. Voilà. Donc, oui, ça, elle est terminée, c'est sûr. Je le savais. Mais après, quand elle allait être mise en ligne, je ne savais pas. Bah, il y a un petit moment d'une installation bêta, si je puis dire, pour la faire fonctionner, voir comment ça marche et tout. Voilà, ça prendra peut-être quelques jours. Qu'on la teste aussi, qu'on s'envoie des choses. Voilà. Mais ça, c'est très rapide, ça, il n'y a pas de problème. Donc, ce week-end, voilà. Ce week-end, on a la réponse en direct live par Madame Sandra Bass. Parfait. Parfait. Donc, voilà, allez-y si vous avez des questions. Sinon, on a fait un peu le tour du sujet, grosso modo. Oui, je trouve, là, c'est bien. De toute façon, on a bien parlé. Oui, on aura de toute façon des questions par d'autres biais. On y répondra de toute façon. Mais après, on pourra faire des lives sur des sujets bien précis. Ça ne nous pose pas de problème. Oui. Je sais que tu es d'accord avec moi. Bien sûr, on essaiera de chercher vraiment les renseignements pour vous donner l'exactitude de la chose. Mais déjà sur les déclarations, on pourra faire quelque chose de très précis. On aura les documents, comment déclarer, voilà. Sur les déclarations, sur la prochaine formation aussi, qui va. Alors, j'ai pas la date exacte en tête, parce que moi, tu le sais, en ce moment, je suis overbooké.
J'ai pas la date exacte en tête de la formation, la première. Ah, je l'ai plus là, elle me l'a dit. Tu peux mettre la Je me date rappelle. exacte, s'il te plaît, sur le live en commentaire. Il faut que tu bloques la journée aussi. Bon, on est monté à un moment donné à 25 personnes qui regardaient, c'était bien. Alors, le 16 juillet, voilà. Première formation, 16 juillet 2021. Donc, il y aura Dominique, il y aura normalement moi-même, il y aura des personnes qui sont inscrites. Donc, 16, 17, 18. Ouais, Bon, c'est une c'est journée 3 jours là. d'évolution après. C'est le côté, Ah non, c'est oui, le oui, côté oui, responsable, oui. de prospection responsable, c'est le côté responsable avec une dépollution Voilà. sur un Alors, terrain pollué. faut savoir que le 16, donc c'est oui, oui, exactement. C'est notre formation à nous. Oui, Donc, on va former certaines personnes, donc justement, à tout ce qu'on a dit. C'est bien plus complexe que ça, hein. On a parlé que sur des grosses lignes, Et après, donc, pendant 2 jours, avec l'accord communal, bien sûr, de oui, Nouveau-Vallée, donc une grosse dépollution. Et puis, il y aura sûrement aussi des découvertes qui, ben, justement, on pourra vous montrer les déclarations à ce moment-là, comment on oui. effectue des déclarations. Donc, ça pourrait être pas mal. Pablo, du forum pour répondre aux questions. Alors, désolé, c'est encore moi. Pensez-vous légaliser la détection comme dans certains pays européens? Alors, Ce Norbert, n'est pas notre, ce n'est pas de notre rôle de légaliser quoi que ce soit. est-ce que tu penses vraiment, Norbert, excuse-moi, j'ai un contre toi, mais que quelqu'un, un UDM, va arriver à changer les choses? On a la FFDM qui, eux, ont beaucoup de membres, ils sont à 2500 pratiquement, voire plus. Mais en allant taper sur la gueule des instances de l'État, connaissant la France, il faut connaître la politique française, ça va pas marcher, je te le dis de suite. Après, justement, en travaillant entre UDM, archéologue et vice-versa, archéologue UDM, justement, on peut faire évoluer la législation pour que dans notre pays, ce soit libre, mais sous certaines conditions. On ne peut pas non plus laisser faire n'importe quoi aux gens. C'est pour ça qu'on prend une détection responsable. Il faut savoir comment on est arrivé à cette protection-là, hein. La détection de métaux, c'est juste une méthode supplémentaire, et la loi s'est tout simplement adaptée sur cette méthode supplémentaire, hein. La loi de 41, qui est la base de la loi sur l'archéologie, déjà elle prévoyait dans son premier article, hein, personne ne peut faire un trou pour chercher un objet. C'était déjà la loi de 41. Et même bien avant, la loi de 1913 qui concerne les monuments historiques, c'est vrai, avait déjà prévu un petit article sur la fortuité de découverte. Et petit à petit, la loi s'est juste adaptée. On devrait le savoir. On ne peut pas creuser pour chercher un objet depuis toujours. C'est tout simplement. Et la détection de métaux a été prise en compte lors de la Convention de Malte. C'est la Convention de la Valette aussi, qui porte le même nom. Donc déjà, cette convention, qui est une convention, une directive européenne, on peut pas, un pays, que ce soit la France, la Belgique, l'Allemagne, ne peut pas légaliser quelque chose alors que l'Europe lui dit, vous ne pouvez pas le faire. Déjà, il faut savoir comment ça fonctionne. C'est important à savoir comment ça fonctionne. Mais écoutez, hein, c'est important, vous avez d'énormes informations. Euh, voilà, vous avez à peu près la réponse. Donc, on verra l'évolution des choses. Alors, Michel, non, pas comme en Belgique, parce que ben, les lois et les politiques ne sont pas les mêmes, donc ça ne pourra pas être comme en Belgique, c'est pas vrai. Ceux qui vous disent que ce sera pareil, c'est impossible. Comme je vous dis, chaque pays a ses propres lois, il a sa propre culture, il a ses propres, ses propres Ouais. caractéristiques. Donc, on ne pourra jamais ressembler les uns les autres, c'est pas possible. Euh, Intéressez-vous aussi un peu au monde politique et à l'état actuel de notre pays. Vous comprendrez que, ben voilà, alors,
On a une question. Comme Dominique a dit, référence de la loi, oui, très bien. Merci, Franjo, de préciser tout ça. Voilà. Il a fait la précision de ce que tu as dit au niveau de la Convention de Malte. Recherche scientifique, CNRS, organisation. Ouais, merci beaucoup pour cette information. J'espère que les gens la liront. Je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire, à part vous dire merci pour ceux qui nous ont suivis. Ouais, un grand merci, oui. Et on vous dit à très bientôt pour un autre live. Qu'est-ce que tu en penses, Dominique? Pas de problème, à très bientôt pour des précisions. Exactement, sur des sujets bien précis. Et... Bien précis. Voilà. Là, je commence à avoir la gorge sèche. Ouais. On est à l'apéro. Oui. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à tous, oui. Ciao, ciao.